itérative. Donc, c'est bon, vous voyez le chapitre et vous m'entendez normalement, hein? Oui. Ok, merci, Melek. D'accord, donc on va commencer. Donc, en programmation, on est souvent amené à répéter plusieurs fois une ou plusieurs instructions. Les structures itératives, dites encore répétitives, permettent d'exécuter plusieurs fois de suite une ou plusieurs instructions, d'où leur appellation équivalente de boucle. Incontournable à tout langage de programmation, les boucles vont nous aider à réaliser cette tâche de manière compacte et efficace. Avant de commencer avec les boucles, on va voir la fonction range. Donc, cette fonction qui est très utile, donc, c'est une instruction qui s'appelle range. C'est une fonction spéciale en Python qui génère des nombres entiers compris dans un intervalle. Elle fonctionne sur le modèle range. Donc, la syntaxe de cette fonction, c'est range, début, virgule, fin, virgule, pas. Les arguments entre crochets sont optionnels. Donc, qui sont les arguments entre crochets? C'est début et pas. Donc, je peux mettre début, virgule, fin, virgule, pas, comme je peux mettre début, virgule, fin uniquement, comme je peux mettre fin uniquement parce que début et pas sont optionnels. Donc, ces paramètres, ils ont des valeurs par défaut. Donc, pour début, le paramètre la valeur par défaut, c'est 0. Donc, et pour pas, le paramètre par défaut, c'est 1. D'accord? Donc, l'argument optionnel début est par défaut égal à 0. On s'arrête toujours en fin moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire on s'arrête toujours en fin moins 1? C'est-à-dire, donc, on travaille sur l'intervalle ouvert du côté fin. Donc, et l'argument optionnel pas est par défaut égal à 1, il peut être un entier positif ou négatif. On va voir quelques exemples de l'utilisation de la fonction range. Ici, on a mis range de 4. Donc, on a mentionné uniquement la fin. On n'a pas mis l'option début et pas. Donc, ça va donner l'intervalle 0, 1, 2, 3 parce qu'on travaille sur l'intervalle ouvert à droite. Donc, le résultat de range de 4, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, range de 4, ça va me donner range de 0 jusqu'à 4. Donc, 4 n'est pas inclus. Hein. Donc, ici, je vais tester 4 in. Donc, tiré bas, vous vous rappelez que tiré bas, c'est le résultat de la dernière instruction. Donc, j'aurai false. Donc, parce que 4 n'est pas inclus. Et puis, range de 1,4. Donc, ici, on va commencer de 1 puisqu'on a précisé la valeur de début. Donc, par défaut, c'est 0. Et lorsqu'on met la valeur début, donc l'option début, donc, on va prendre la nouvelle valeur en considération et ce n'est plus le 0. Donc, ici, on va mettre 0 in le résultat de la dernière instruction, c'est false.
Maintenant, on va écrire range de 1 jusqu'à 20 par pas de 2. Donc, les résultats sera 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Donc, on a commencé à partir du 1. On va compter jusqu'à 19 puisque donc c'est fin moins 1, c'est 20 moins 1, donc c'est 19. Et notre pas, c'est 2. Donc, ce sont les entiers impairs entre 1 et 20. Donc, on va tester si 2, il est in, c'est-à-dire il appartient au résultat de la dernière instruction. Donc, le résultat, c'est faux. Donc, parce que on est en train de énumérer en fait les impairs. Maintenant, je vais mettre un range 10,1. Donc, si vous remarquez bien que 10, c'est le début et 1, c'est la fin. Donc, vous remarquez que 10 début, il est supérieur donc, au paramètre fin. Du coup, donc ça va pas engendrer une erreur, mais plutôt, donc ça sera l'intervalle vide, l'ensemble vide. Donc maintenant, si je vais tester un in dernière instruction, donc ça sera false. Ici, je vais mettre range 10, donc paramètre de début, fin c'est 1 et pas moins 1. Donc maintenant, j'ai plus l'intervalle vide parce que je précisais ici que mon pas c'est moins 1. Du coup, je vais trouver donc l'intervalle 10, 9, 8 jusqu'à 2. D'accord? Donc, ça, c'est en fait un compteur descendant. D'accord? Donc, on commence par 10 jusqu'à 1. Mais ici, 1, donc on ne le prend pas, c'est 2. Donc, toujours, on s'arrête avant la fin. D'accord? C'est l'intervalle ouvert. Donc, ce qui diffère entre cette instruction et celle-là, c'est le fait de préciser le compteur avec un pas négatif, moins 1. Donc, c'est un décompteur. Maintenant, on a dit que R égale tiré bas, c'est-à-dire R, c'est le résultat de la dernière instruction, donc celle-là, 10, 9, 8 jusqu'à 2. Donc, 2 in R, true. 1 in R, false. Donc, on n'arrive pas à 1, donc 1 est exclu. On s'arrête à 2. Donc, je vous rappelle que tiré bas donne le résultat de la dernière commande exécutée. Donc, la notion d'intervalle est utilisée pour déterminer la plage des valeurs que va prendre un compteur dans une boucle. Donc, vous remarquez bien que cette fonction range, elle va être très utile pour les boucles. Donc, elle va jouer le rôle donc de la plage des valeurs que va prendre mon compteur. Donc, je vais commencer par la boucle for. En fait, on va voir trois boucles. Donc, vous vous rappelez, dans le cours de l'ASD, on a vu la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. D'accord? Donc, si vous vous rappelez bien, donc on a dit lorsque le nombre de répétitions est connu à l'avance, on peut utiliser les trois boucles, qu'ils soient la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. Par contre, mais le plus souhaitable ou le plus simple, c'est d'utiliser la boucle for, la boucle pour. Alors que si le nombre d'itérations est inconnu à l'avance, donc on ne peut pas utiliser la boucle pour et on peut utiliser les deux autres boucles qui sont répétées jusqu'à et tant que. Donc, les deux boucles répétées jusqu'à et tant que. Donc, on peut les utiliser
si le nombre d'itérations est connu à l'avance et si le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. Quelle est la différence entre les deux boucles? Donc, répéter jusqu'à, généralement, on l'utilise pour le contrôle du saisie. Pourquoi? Parce que le traitement est exécuté au moins une fois avant d'examiner la condition, d'accord, d'arrêt de la boucle. Par contre, tant que elle est généralement, elle est utilisée lorsque j'ai une condition à vérifier dès le début. Si la condition, elle est vraie, je vais exécuter mon traitement, sinon je ne vais pas l'exécuter. D'accord? Donc ça, on l'a vu déjà en ASD, on va le répéter maintenant. Donc je vais commencer avec la boucle for. Donc la syntaxe, donc ici l'instruction pour est matérialisée via le mot-clé for de Python dans la syntaxe à la forme suivante. Donc, en ASD, on écrit pour un compteur de une valeur de début à une valeur fin, faire un ensemble d'instructions et fin pour. Maintenant, avec Python, ça sera for compteur in range de début, virgule, fin, virgule, pas. Et on répète que début et fin sont optionnels. D'accord? Deux points. Entrez à la ligne et on écrit nos instructions, une ou plusieurs instructions. Donc, vous remarquez que Python, en fait, est là, faciliter les choses. Donc, vous remarquez que ça devient plus simple, plus clair. Donc, on n'a plus ni begin, ni end, ni décroché, ouvrante, crochet, fermante. D'accord? Donc, juste, qu'est-ce qu'il introduit? Il introduit donc la notion d'indentation. Qu'est-ce que ça veut dire l'indentation? L'espace. Donc, si vous remarquez bien, ici, on a écrit for à ce niveau-là. Par contre, instruction, elle est un peu retirée. Donc, il y a de l'espace ici. Donc, tout ce qui est écrit, donc, si j'écris instruction 1 à ce niveau, donc, je fais entrer automatiquement mon curseur sera aussi à ce niveau, donc j'écris une deuxième instruction et ainsi de suite. Toutes les instructions écrites avec indentation, c'est-à-dire espacées, donc elle fait partie de la boucle for. D'accord? Donc, si jamais j'efface ou j'élimine l'indentation, c'est que c'est fini, donc je suis plus dans la boucle for. Donc, la notion la plus importante ici, ce qu'on appelle l'indentation. Donc, vous allez voir dans les séances de TP. Donc, l'importance de l'indentation et vous allez voir que la majorité des erreurs constatées dans vos programmes, ça sera dû au non-respect de l'indentation. Donc, avec Python, il faut toujours respecter l'indentation. Donc, ici, dans cette boucle, le compteur, c'est un compteur de type entier. Donc, début et fin, valeur initiale et valeur finale du compteur. Les instructions, c'est une action ou séquence d'actions à répéter fin moins début plus une fois. La boucle for est utilisée lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance. Mon compteur reçoit une valeur initiale début pour la première fois. Donc, par défaut, elle est égale à 0. Début ne doit pas être modifié par une action de traitement à l'intérieur de la boucle. Compteur est incrémenté par défaut par 1 à chaque exécution. Donc, compteur est incrémenté par défaut par 1 à chaque exécution du corps de la boucle for. Cette valeur d'incrémentation est appelée le pas de la boucle. L'exécution de la boucle s'arrête lorsque compteur atteint fin moins 1. Notons que l'instruction for réserve une indentation pour le bloc qui se répète. Donc, le bloc qui se répète doit respecter l'indentation, donc, pour qu'il soit donc pris en compte par la boucle for. On va voir quelques exemples d'utilisation de la boucle for. On va commencer par une boucle croissante. Donc, c'est un compteur croissant.
D'accord? Donc, supposons qu'on veut utiliser une boucle for pour effectuer différents affichages. Donc, l'affichage des entiers, affichage des entiers compris entre 0 et 3. Donc, for i, une range de 4. Pourquoi utiliser 4? Parce qu'on s'arrête à fin moins 1. Donc, print i, on a 0, 1, 2, 3. Donc, vous remarquez ici qu'on a commencé par défaut par 0 et le pas par défaut, c'est 1. Donc, on a écrit 0, 1, 2, 3 parce que on a utilisé range de 4. Affichage des entiers compris entre 1 et 10. Donc, puisque si je ne vais pas commencer par 0, je suis obligé donc d'ajouter l'argument optionnel début qui est 1. Donc, puisque je veux atteindre 10, donc je dois mettre la fin, c'est 11. For i, il range de 1 jusqu'à virgule 11, print i. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je veux afficher les entiers impairs compris entre 1 et 20. Donc, mon début, c'est 1, la fin, c'est 20 et mon pas, ça sera 2 pour avoir les entiers impairs. Donc, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. D'accord? Donc, vous remarquez bien ici l'indentation, s'il vous plaît. Donc, je répète, l'indentation, elle est très importante pour la notion des boucles. Donc, ici, donc, lorsque vous travaillez sur Python en pratique, lorsque vous écrivez for i in range de, je sais pas quoi, 2 points, entrée, c'est automatiquement, Python va vous insérer l'indentation, hein. Les boucles décroissantes maintenant, donc on va faire un décompteur. Donc, le pas doit être une valeur négative. Donc, pour avoir un décomptage, il faut avoir une valeur négative du pas. Donc, avec un argument de début strictement supérieur à l'argument du fin. Donc, par exemple, ici, for i, une range de 10 jusqu'à 0 par pas de moins 1. Donc, je vais print la valeur du compteur, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, j'arrive pas jusqu'à la valeur fin, hein. Toujours, donc, je prends l'intervalle ouvert du côté de fin. Donc, ici, on peut utiliser une boucle for pour itérer sur les éléments d'une chaîne de caractères. Donc, ça, c'est super. Donc, ça rend les choses plus faciles. Donc, la forme générale de la boucle est la suivante. For i in chaîne. Donc, chaîne, c'est une chaîne de caractères. Et deux points, mes instructions à écrire. Soit, donc, je l'écrive ici, donc, sur la même ligne, soit je tape entrée et il faut respecter l'indentation. Donc, exemple, S, c'est une chaîne de caractères qui est égale à Python. Donc, for i in S, print i. Donc, P, Y, T, H, O, N. Donc, j'ai itéré sur les éléments de la chaîne de caractères. Donc, caractère par caractère. C'est clair? Donc, maintenant, on va considérer la boucle while. Donc, lorsque je vais parler de la boucle while, donc j'utilise la boucle while soit pour tant que faire, soit pour répéter jusqu'à. D'accord? Donc, on va utiliser l'instruction while pour répéter un traitement tant qu'une condition est vérifiée ou jusqu'à ce qu'une condition soit vraie. D'accord? Notons que l'instruction while réserve une indentation pour le bloc qui se répète. Donc, c'est kiff comme la boucle for. Donc, elle réserve une indentation. Donc, on va commencer par tant que faire. Donc, je vais utiliser maintenant while pour tant que faire. La syntaxe en algorithmique, tant que une condition, je vais faire les instructions, fin tant que. Donc, en Python, ça devient while, condition, deux points,
instructions, l'ensemble d'instructions, ça pourrait être une ou plusieurs instructions. D'accord? Donc, vous remarquez bien que while, elle réserve une indentation pour le bloc d'instructions qu'elle va réitérer. Donc, condition, c'est une condition d'exécution de la boucle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une condition d'exécution de la boucle? C'est pas une condition d'arrêt de la boucle, une condition d'exécution, c'est-à-dire si cette condition, elle est vraie, je vais entrer dans cette boucle et exécuter l'ensemble d'instructions, d'accord? Donc, les instructions, c'est une action ou ensemble d'actions à exécuter tant que la condition est vérifiée. Le traitement est exécuté tant que la condition est vérifiée, sinon on sort de la boucle. Si la condition n'est pas vraie dès le début, la boucle ne sera jamais exécutée, donc j'aurai 0 fois d'exécution. Non, tout ça, on le connaît depuis le cours des boucles, les structures répétitives de la SD1. Donc, pour la boucle, tant que si ma condition n'est pas vérifiée dès le début, donc je ne vais pas exécuter mon ensemble de traitements. Non. Tant que faire, c'est while une condition d'exécution, je vais exécuter un ensemble de traitements. Exemple 1. Donc, je vais utiliser la boucle while pour un nombre de fois qui est connu à l'avance. Donc, ici, le nombre d'itérations, il est connu à l'avance. D'accord? Donc, je vous rappelle que lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance, on peut en fait utiliser les 3 types de boucles, mais toujours la boucle répétée jusqu'à elle est plus facile. Donc, ici, on se propose de calculer la somme S égale 1 plus 2 plus jusqu'à N, avec N une donnée. Donc, par exemple, ici, N, elle est égale à 5. S, virgule, I égale 0,1. Donc, c'est une affectation multiple. S reçoit 0 et I reçoit 1. D'accord? Donc, on va écrire while I, elle est inférieure ou égale à N. Donc, tant que I, elle est inférieure ou égale à N, 2 points. Remarquez bien l'indentation ici qu'a réservé la boucle while. S plus égale à I. Qu'est-ce que ça veut dire S plus égale à I? C'est-à-dire S égale à l'ancienne valeur de S plus I. D'accord? Et on va incrémenter aussi mon compteur I plus égale à 1. C'est l'équivalent d'écrire I égale à I plus 1. Donc, je fais 2 fois entrer ici pour que la boucle sera exécutée et j'aurai ici, je vais écrire S, donc qui est ma variable somme, et voilà, la valeur de somme, c'est 15. D'accord? Donc, ça, vous remarquez bien ici dans cet imprimé écran, je suis en train de travailler sur mon shell, sur l'invite de commande. Donc, je peux écrire tout ça dans un script et je l'exécute donc directement et je trouve sur l'invite de commande, donc ici, je tape S et je trouve la valeur de S ou je peux ajouter encore une instruction ici, mais c'est normal, c'est pas avec l'indentation, c'est sans indentation. J'écris print S. C'est bon? C'est clair l'utilisation de while? Donc, while, ma condition et mon ensemble d'instructions. Voilà. Donc, l'exemple 2. Madame, Oui, I++ ما تخدمش في البايثون. la I plus égale à 1. Mais c'est la Merci. même chose, hein? C'est Ok, l'équivalent. merci. D'accord, c'est l'équivalent de rien. Donc, l'exemple 2. On va utiliser maintenant la boucle while. Donc, pour un nombre d'itérations inconnu à l'avance. Donc, le nombre de fois est connu à l'avance, est inconnu, pardon, à l'avance. Donc, je ne connais pas le nombre d'itérations. Donc, c'est-à-dire durée imprévisible du traitement. Donc, ici, je vais utiliser la boucle tant que ou la boucle while, donc, pour faire le contrôle du saisie.
on demande de saisir une variable X strictement positive et de proposer à l'utilisateur la possibilité d'introduire une nouvelle valeur en cas où X ne vérifie pas la condition. Donc, vous remarquez ici, je suis obligé d'écrire tout d'abord X égale int input donnée X strictement supérieur à 0. D'accord? Et while X, elle est strictement inférieure à 0. Donc, tant que mon X, il est strictement inférieur à 0, donc je vais, deux points, indentation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire X égale int input donnée X. Je vais répéter à l'utilisateur, donc donnez-moi un X qui est strictement supérieur à 0. Donc, et puis, je vais écrire print X. Je vais écrire la valeur de X. Donc, ici, vous remarquez, lorsque j'écris while, donc while tout en minuscule, là, donc ma condition et j'ai l'indentation. Donc, uniquement cette instruction qui est x égale int de input donnée x, elle fait partie de la boucle while. Print x ne fait pas partie de la boucle while. Print x, donc, c'est la suite du programme. Donc, en sortant de la boucle while, je vais écrire print x. Donc, print x, c'est une instruction du programme principal. Donc, c'est comme la boucle while, c'est une instruction à elle. Donc, c'est une instruction qui ne fait pas partie de la boucle while. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'indentation. Donc, j'ai éliminé l'indentation. Donc, print x ne fait pas partie de la boucle while. Donc, je vais exécuter ce bout de programme. Donc, donner x, je vais lui donner moins 5, la valeur de moins 5, d'accord? Donc, ça, c'est l'exécution de la première instruction. Donner x, j'ai écrit moins 5. Donc, tant que x, elle est inférieure à 0, strictement inférieure à 0. Donc, moins 5, elle est strictement inférieure à 0. Donc, ma condition est vérifiée. Donc, puisque ma condition est vérifiée, je vais entrer dans cette boucle et je vais exécuter l'ensemble d'instructions. Donc, l'instruction ici à exécuter, c'est d'écrire encore une fois donner x. Maintenant, je vais donner la valeur 44 de x et je vais retester. Donc, x maintenant, elle est strictement inférieure à 0? Non. Donc, je vais plus entrer dans cette boucle et je vais sortir pour continuer mon programme. Donc, je trouve maintenant print x. Je vais imprimer la valeur de la variable x, c'est 44. D'accord? Maintenant, on va utiliser while en tant que répéter jusqu'à. Donc, vous remarquez, en Python, on a en fait deux boucles. La première, c'est for, la deuxième, c'est while. Et while, je peux l'utiliser soit pour exécuter un traitement tant qu'une condition est vérifiée, soit répéter un traitement jusqu'à qu'une condition soit vérifiée. D'accord? Maintenant, on va utiliser while pour répéter jusqu'à. Donc, la syntaxe en ASD, c'est répéter un ensemble d'instructions jusqu'à une condition d'arrêt. D'accord? En Python, ça devient while 1. On écrit while 1 ou while true. D'accord? L'une des deux. Donc, soit while 1, soit while true. Donc, pourquoi while 1 ou while true? Donc, parce que c'est toujours vrai. Donc, la condition, elle est vraie. D'accord? Il n'y a pas une condition réellement, donc, comme la condition d'exécution pour la boucle tant que. Donc, maintenant, while 1, donc, while une condition qui est toujours vraie, on va donc exécuter l'instruction 1, l'instruction 2. Donc, vous remarquez l'indentation. Hein? Donc, toutes ces instructions font partie de la boucle while. If condition, donc si ma condition d'arrêt, elle est vraie, deux points, break. Donc, on va couper, on va s'arrêter. D'accord? Donc, ici, while 1, donc, en exécutant ce bloc d'instruction, qu'est-ce que je vais faire? Donc, while 1, tant que c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, 1, elle est toujours vraie. Donc, je vais
exécuter l'instruction 1, l'instruction 2 et l'instruction N. Et puis, je vais tester une condition. Si ma condition d'arrêt, elle est vérifiée, donc, je vais couper, je vais faire un break, donc, c'est-à-dire break, c'est-à-dire arrêter et sortir de cette boucle. Donc, la condition, c'est une condition d'arrêt. Donc, vous vous rappelez, pour la boucle tant que faire, j'ai dit, il s'agit d'une condition d'exécution. D'accord? Maintenant, c'est une condition d'arrêt et de sortie de la boucle. Donc, si cette condition, elle est vraie, on va s'arrêter et sortir de la boucle. Les instructions, maintenant, c'est une action ou ensemble d'actions à exécuter tant que la condition n'est pas vérifiée. Dès qu'elle soit vérifiée, l'exécution du traitement s'arrête. Le nombre de répétitions n'est pas connu à l'avance. Le traitement est exécuté au moins une fois, quel que soit le résultat de la condition. Donc, au moins une fois, je vais exécuter les instructions 1, 2 et N. Et puis, je vais tester la condition d'arrêt. Si la condition d'arrêt, elle est vraie, je vais quitter. Mais dans tous les cas, au moins une fois, on a exécuté donc l'ensemble de mes instructions. Donc, ici, comme j'ai dit, donc généralement on utilise la boucle répétée jusqu'à pour le contrôle de saisie. Elle est plus élégante. Donc avec la boucle tant que on a fait le contrôle de saisie. Donc mais c'est pas très élégante comme solution. Vous voyez ici donc je dois lire X et puis je vais tester si X est inférieur à 0. Donc, je vais boucler et redemander la valeur de X. Donc, si vous remarquez, l'instruction X égale int de input donné X, elle se répète deux fois. Donc, informatiquement parlant, c'est juste, c'est pas faux, mais c'est pas joli en fait. D'accord? Donc, lorsqu'on utilise while, c'est plus élégante comme solution. While 1, n égale int input donné n. If n strictement supérieur à 0, break. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc while 1, donc c'est toujours vrai. Je vais entrer pour une première fois, je vais lire n. Donc, si n, elle est strictement supérieure à 0, je vais quitter, je vais m'arrêter. D'accord? Sinon, si elle ne vérifie pas cette condition d'arrêt, je vais reboucler. D'accord? Donc, voilà, donner n. Donc, j'ai donné ici moins 5. Donc, n n'est pas strictement supérieur à 0. Donc, je vais reboucler, je vais redemander, donner n. Maintenant, je donne n égale à 0. Donc, puisque n égale à 0, donc elle ne vérifie pas la condition d'arrêt. Donc, je vais reboucler encore une fois et je vais donner n. Maintenant, je donne n égale à 7. Maintenant, mon n, il est strictement supérieur à 0. C'est pour ça que j'ai arrêté et j'ai quitté la boucle while. D'accord? Donc, la boucle while utilisée pour un traitement de répéter jusqu'à. Donc, je peux l'utiliser encore pour effectuer un calcul d'une somme, donc sur un nombre d'itérations qui est connu à l'avance, d'accord? Donc, je répète que pour le nombre d'itérations connues à l'avance, la plus facile, c'est d'utiliser la boucle for, mais je répète qu'on peut quand même les faire en utilisant la boucle while, qu'il soit pour répéter jusqu'à ou pour tant que. Donc ici, je vais calculer la même somme donc des premiers n entiers. Donc en utilisant la boucle répétée jusqu'à. Donc déjà, je vais faire while 1 n égale int input donné n strictement supérieur à 0. Donc pour lire la valeur de n. Donc, n. Donc, while 1, n égale int input donné n. If n strictement supérieur à 0, break. Donc, ça, c'est pour le contrôle de saisie sur la valeur de ma variable n. Puis, s égale 0, i égale à 1. Donc, j'ai initialisé la somme à 0. J'ai initialisé mon compteur à 1. Donc, maintenant, while 1, s plus égale à i et i plus égale à 1. Donc, répéter
S reçoit S plus I et I reçoit I plus 1. D'accord? Donc, jusqu'à I soit strictement supérieur à N. Donc, je m'arrête. If I strictement supérieur à N, break. Donc, et print S. Donc, en exécutant ce bout de programme, il va me demander de donner N strictement supérieur à 0. Donc, cette instruction-là. Je lui introduis moins 5. Donc, regardez qu'il va reboucler et me demander encore une fois donner N strictement supérieur à 0 parce que N, c'était négatif. Donc, le contrôle de saisie a été bien fait. Donc, j'écris maintenant 5 et voilà, il m'affiche le résultat. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, c'est égal à 15. Donc, la somme des premiers N entiers, donc pour N égale à 5, c'est égal à 15. D'accord? Ça va? Donc, on a vu maintenant les différentes instructions répétitives, donc qui est for et while. While, une condition, c'est tant que une condition faire. While, un, jusqu'à une condition, c'est répété jusqu'à. D'accord? Donc, je suppose que c'est clair. Maintenant, on va parler des instructions qui sont un peu spéciales, qui sont les instructions continue, break et else. D'accord? Donc, ces instructions, je vais commencer par la première instruction qui est continue. Elle permet de sauter une boucle ou encore plutôt une itération d'une boucle. Donc, je préfère, donc je vais la modifier tout à l'heure pour dire, elle permet de sauter une itération d'une boucle et de passer à l'itération suivante. Regardez ici. For I, il range de 7. Donc, 2 points, j'ai l'indentation. Donc, je vais mettre if I égale à 4, continue. Qu'est-ce que ça veut dire if I égale à 4, continue? C'est-à-dire, si I est égal à 4, on ne va pas exécuter le traitement. On va sauter cette itération. D'accord? If I égale à 4, continue. Donc, et print I. Donc, qu'est-ce que je vais trouver comme résultat? Donc, lorsque I est égal à 0, print I, c'est 0. Print I, c'est 1. Print I, c'est 2. Print I, c'est 3. Lorsque I égale à 4, on va sauter cette itération. Voilà, vous voyez pas ici le 4. Lorsque I est égal à 4, on a sauté le traitement et on a passé à l'itération suivante. Donc, maintenant, 5 et 6. Donc, continue, elle permet de sauter une itération dans une boucle. Donc, elle permet de sauter une itération et de passer à l'itération suivante. Hein, carrément, passer à l'itération suivante. Par contre, l'instruction break, elle permet de quitter la boucle quand une condition est vraie. Donc, ici, continue, on saute une itération et passer à l'itération suivante. Par contre, break, c'est arrêter et quitter la boucle carrément. Donc, I, N égale 1, 10, c'est-à-dire I égale à 1, N égale à 10. While I, elle est inférieure ou égale à N, print I. Et I reçoit I plus égale à 1, c'est-à-dire I reçoit I plus 1. If I égale à 4, break. Donc, vous remarquez le résultat donc de l'exécution. On a affiché I égale à 1, on a affiché I égale à 2, on a affiché I égale à 3. Et lorsque la valeur de I atteint 4, donc on a quitté la boucle carrément. Donc, break, elle permet de quitter une boucle. Et c'est pour ça qu'on l'utilise dans la forme répétée jusqu'à. Donc, if la condition d'arrêt elle est vraie, break, c'est-à-dire on quitte la boucle carrément. C'est pas on saute une itération, on quitte toute la boucle. Maintenant,
pardon, l'instruction else. Donc, elle permet d'exécuter un traitement alternatif quand une boucle se termine. Ici, else, c'est pas else de if, mais plutôt c'est une else d'une boucle. Si la boucle n'a pas fait ça, donc else, on va faire un traitement alternatif. Regardez par exemple, n égale int input donnée n. Donc, on va lire une valeur n. For i in range de tout jusqu'à de 2 jusqu'à n. Donc, deux points, if n% i égale à 0, deux points, print n est non premier. Donc, ici, dans la boucle for, on va tester dans le range de 2. Donc, si mon entier n il est divisible par i, donc n% i égale 0, c'est-à-dire le reste de la division de n par i est égal 0. Donc, n, il est divisible par i. Donc, je vais écrire n et non premier. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'un entier premier, il est divisible uniquement par 1 et lui-même. D'accord? Donc, je vais écrire print n et non premier et break. Et je m'arrête. Break, c'est pour quitter la boucle. D'accord? Il suffit, je trouve, par exemple, je prends 8, n égale à 8. Je vais tester n% 2, range de 2. Je vais commencer par 2. I est égal à 2. Donc n% 2 égale à 0, oui. Donc, je vais écrire 8 et non premier. Et je vais sortir. C'est pas la peine de continuer donc avec n égale, avec i égale 3, i égale 4, i égale à 5 et ainsi de suite. D'accord? Donc, je dois m'arrêter. Break. Else, ici, c'est else de la boucle for et non pas du if. Donc, si j'ai terminé cette boucle for, donc, sans s'arrêter, donc, print n est premier. Donc, par exemple, pour l'entier 5, qui est un entier premier, donc, je vais tester for range 2, et puis 3, et puis 4. Donc, je vais tester 5% de, elle est différente de 0. 5% 3, c'est différent de 0. 5% 4, c'est différent de 0. Donc, puisque je n'ai pas arrêté le traitement, donc je vais sortir de cette boucle pour else. Donc, je vais écrire print 5 et premier. D'accord? Donc, vous remarquez bien que la puissance de Python. D'accord? Donc, c'est une nouvelle notion. Donc, c'est la else d'une boucle. D'accord? Donc, ici, exemple, donné n, c'est 6. 6 est non premier. Donné n, c'est 11. 11 est premier. D'accord? Donc, mon bout de code, il fonctionne correctement. C'est bon? Donc, je vais passer à une dernière partie, ce qu'on appelle la gestion des exceptions. En fait, cette partie, c'est pour vous, c'est pour votre formation. Donc, cette partie, vous ne serez jamais évalué sur cette partie, ni dans le DS, ni à l'examen. Hein. Donc, cette partie, peut-être même dans l'ETP, vous n'allez pas voir cette partie. C'est juste pour votre formation. D'accord? Ce qu'on appelle la gestion des exceptions. D'accord? Quand une erreur se produit dans un script, elle provoque l'arrêt du programme et l'affichage d'un message d'erreur. Donc, par exemple, lorsque tu fais 5 sur 0, donc directement, ça va provoquer l'arrêt du programme et ça va afficher un message d'erreur, Zero Division Error en rouge. Donc, pour éviter cette interruption brutale, on peut appliquer un traitement spécifique. Plus généralement, on peut traiter une situation exceptionnelle dont on ne sait pas forcément où et quand elle va survenir à l'intérieur d'un bloc donné. Plutôt que de parler d'erreur, on emploiera donc le terme exception et prévoir une réaction adaptée à une exception, c'est la rattraper. Donc, Python possède beaucoup d'exceptions prédéfinies. On les trouve dans
http donc doc.python.org 3.3 et ainsi de suite. C'est lié en fait à la version utilisée. Hein. Donc, et vous trouvez les exceptions. Voici juste quelques-unes, donc les plus, donc les erreurs ou les exceptions les plus rencontrées. C'est l'index error, c'est-à-dire accès à un élément d'une séquence en dehors des limites de celle-ci. Par exemple, dans le chapitre prochain, on va voir les listes. Si ma liste, elle contient 5 éléments, donc je ne peux pas parler du 6e élément. Donc, si ma liste, elle a 5 éléments, je ne peux pas parler de L du 6, parce que lorsque je parle de L du 6, je fais un index error. J'ai dépassé la limite. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'index error. On a aussi le name error, c'est-à-dire l'utilisation d'un objet non existant. Lorsque tu parles d'une variable B, alors que B, elle n'était pas initialisée, donc on parle de name error, il va te dire que n'existe pas. Syntax error, c'est une erreur de syntaxe dans une instruction. Le type error, application d'une opération sur un objet qui n'est pas de type adéquat. Par exemple, tu as true, qui est un booléen, et tu vas faire true sur 5. Donc, c'est normal, on ne peut pas faire une division sur un booléen. D'accord? C'est une type error. IO error. Donc, c'est l'échec d'une opération d'entrée-sortie. Input, output error. D'accord? IO. Donc, zero division error, c'est la division par zéro. Lorsque tu tentes de faire une division par zéro, donc l'exception, c'est le zero division error. Import error, c'est l'échec de l'import d'un module. Lorsqu'un module n'existe pas, donc, par exemple, tu mets import math, le module math. Donc, ça va te donner import error, c'est-à-dire il a eu un échec de l'import d'un module. Donc, pour les traitements des exceptions, Python offre la clause try, except, else. Donc, c'est la forme la plus simple, en fait. Donc, le bloc d'instruction 2, voilà, donc qui est dans except, dans la partie except, est parcouru, c'est-à-dire est exécuté. C'est une exception est rencontrée dans le bloc 1. D'accord? Cette exception provoque l'arrêt du bloc d'instruction 1 et le passage immédiat au bloc 2. Donc, je vais essayer d'exécuter le bloc d'instruction 1. Si le bloc d'instruction 1 a rencontré un problème, donc qui provoque l'arrêt, donc automatiquement, mon programme va exécuter le bloc d'instruction 2 qui est dans la partie except. Si tout va bien, le bloc d'instruction 3 qui est dans la partie else sera exécuté. Donc, le bloc d'instruction 3 ne sera exécuté que si aucune exception n'a été levée. Si j'ai pas rencontré d'exception dans le bloc try, donc je passe au bloc d'instruction 3. Si j'ai eu des problèmes, donc des exceptions levées dans le bloc d'instruction 1, je passe à l'exécution du bloc d'instruction 2. Donc, un exemple ici, try x égale int input donné en entier. Et je vais mettre y égale 1 sur x. Donc, si un problème se pose dans ce bloc d'instruction, je vais exécuter le bloc except qui est print error. Il va m'écrire erreur. Donc, normalement, quel genre d'erreur peut donc venir ici? Je peux trouver le x qui est égal à 0 puisque x, c'est int input donné en entier. Je peux donner un x qui est égal à 0 et y égale 1 sur x. Donc, si jamais x égale 0, donc j'aurai plus donc l'arrêt directement de mon programme. Plutôt, il va me dire print, c'est une erreur. Il y a une erreur. Sinon, si tout se passe bien dans ce bloc d'instruction, donc il va m'écrire l'inverse de x, c'est égal à y.
Donc, on peut également prévoir un traitement particulier. Donc, ici, si vous remarquez, on a une seule except. Donc, quel que soit le problème rencontré dans le bloc try, j'aurai l'affichage du message erreur. Il y a une erreur et uniquement. Hein. Par contre, ici, on peut également prévoir un traitement particulier pour telle ou telle exception. Donc, pour chaque genre d'exception ou type d'exception, je peux prévoir un traitement particulier. Dans ce cas, on utilisera une construction un peu plus élaborée du genre try. Donc, j'ai le bloc donc à exécuter en cas où j'ai le bloc donc à exécuter. Et puis, je vais mettre except, nom de l'exception, et le bloc donc à afficher ou à exécuter, except nom de l'exception 2 et le bloc donc à exécuter, non, except nom d'exception N ou K, donc bloc à exécuter si l'exception qui a le nom d'exception, donc K, a été levé, et excepte un bloc de rattrapage du reste des exceptions. Donc, par exemple, je peux mettre try, écrire, je sais pas quoi, lire X, 1 sur X. Donc, name, type error. Donc, je crée une erreur de type. Donc, except zero division error, je vais print un message. Donc, vous tentez de faire la division illégale par 0 et except print erreur. Donc, si jamais l'erreur survenue n'est pas de genre le type ou division par 0, donc j'aurai l'affichage de erreur, donc le message erreur. Else, le bloc à exécuter si tout va bien. Donc, voilà un exemple. Donc, le même exemple de tout à l'heure, x égale int de input donné en entier, y égale 1 sur x. Maintenant, j'ai mis except 0 division error, donc print erreur division par 0. Except value error, print erreur entier non valide. Donc, puisque ici, j'ai mis int input donné en entier, donc l'utilisateur peut me passer un réel, par exemple 5.5 ou un caractère. Donc, je vais lui afficher donc le message erreur entier non valide. Si jamais il me donne un entier égal à 0, donc j'aurai l'affichage du message erreur division par 0. Donc, j'aurais dû ajouter un autre except print error. Donc, si jamais j'aurais n'importe quelle autre exception hors zero division error et value error, donc j'aurai l'affichage de mon message error. Donc, else print inverse de x égale à y. Donc, on peut appliquer un même traitement à plusieurs exceptions. Pour cela, on écrira non except, nom de l'exception 1, non exception 2, virgule, et ainsi de suite, et mettre le même traitement. Donc, la clause finally, elle permet d'exécuter le code, quel que soit le résultat de l'exécution du bloc try. Donc, voilà un exemple. Ici, je vais mettre try x égale int, input donné en entier, y égale 1 sur x, except zero division error, on va écrire l'erreur division par 0, except value error, donc erreur entier non valide, je peux écrire un except par exemple value error, virgule, type error, virgule, je sais pas quoi, donc erreur entier non valide. Donc, j'associe le même traitement à différentes exceptions. Donc, else print inverse de x, c'est égal à y, finally, print au revoir. Donc, la clause finally elle permet d'exécuter les instructions, quel que soit le traitement ici, hein, d'accord? Toujours, elle va exécuter cette partie. C'est la partie finally, donc, toujours, elle l'exécute quel que soit le résultat de l'exécution de la partie précédente. Donc, print au revoir, donc j'aurai toujours, quel que soit ici, donc si x égale 0, si x égale à 5.5 au lieu d'un entier, si x a une valeur correcte, donc par exemple 10, quel que soit donc ici,
quel que soit le traitement à le faire, soit exécuter une exception ou exécuter l'ensemble d'instructions dans la partie else, je vais terminer par la partie finally et print au revoir. D'accord? Donc, la dernière chose, c'est les assertions. En fait, les assertions sont des prédicats devant être évalués comme true. D'accord? Donc, ce sont des prédicats doivent avoir la valeur true. Dans le cas contraire, si ces prédicats n'ont pas la valeur true, une exception assertion error est levée pour indiquer que l'expression est fausse. Donc, soit il donne donc des valeurs true et ça passe, soit il donne des valeurs fausses et ça va lever une exception. D'accord? Donc, par exemple, assert x strictement supérieur à 0. Lorsque je mets assert x strictement supérieur à 0, donc, c'est-à-dire x doit être supérieur à 0. Si x elle est strictement supérieur à 0, donc c'est true, donc le traitement d'après va être exécuté. Sinon, ça va me lever une exception. Assert x modulo 2 égale à 0. Donc, elle va tester si x, le reste de la division de x par 2, c'est égal à 0. Si c'est bon, le traitement sera exécuté, le traitement d'après. Sinon, ça va me lever une exception. Assert x différent de 0. Donc, si x elle est différent de 0, donc ça va marcher, le traitement d'après. Sinon, elle va me lever une exception. Donc, par exemple, ici, c'est une fonction. Donc, pour écrire une fonction, on utilise def. On va la voir plus tard, mais quand même, voilà. Donc, pour écrire une fonction, je mets le mot-clé def. Def, division, div entier, pair. Et x, c'est le paramètre de la fonction. Je vais lui donner en paramètre une variable x. Donc, deux points, try, assert, x, %2 égale à 0. Donc, x, le reste de la division de x par 2 doit être à 0 pour retourner x divisé par 2, la division entière. Donc, si ce prédicat, il n'est pas vrai, donc, il va lever une exception. Donc, et lorsqu'il va lever une exception, le traitement à faire, on va retourner erreur entier impair. D'accord? Donc, ici, je vais essayer. Donc, je vais voir l'assert x modulo 2 égale à 0. Donc, si cette assertion, donc, elle est vraie, elle est true. Donc, je passe à exécuter l'ensemble d'instructions suivantes qui est return x divisé par 2. Si l'assertion, elle est fausse, donc elle va lever une exception, except, donc je vais retourner erreur entier impair. Donc, je vais tester cette fonction. Je vais appeler la fonction div entier pair et je vais lui donner en paramètre x égale à 6. Et donc, puisque assert x modulo 2 qui est 6 égale à 0, ça c'est vrai. Donc, 6 divisé par 2, le reste c'est égal à 0, c'est vrai. Donc, elle va me retourner la division de 6 par 2, la division entière, c'est 3. Voilà. Maintenant, je vais tester la fonction en lui donnant comme paramètre la valeur 5. Donc, x maintenant est égal à 5. Donc, assert x modulo 2 égale 0. Donc, 5 divisé par 2, le reste est différent de 0. Donc, cette assertion, ce prédicat, donc, il aura la valeur différente de true, donc c'est une valeur fausse. Donc, je vais pas exécuter cette partie, mais plutôt, ça va me lever une exception et je vais exécuter le bloc d'instruction de l'exception. Elle va me retourner, voilà, erreur entier impair. Donc, je vous répète, ce chapitre, les structures répétitives ou itératives. Donc, on s'intéresse à la boucle for, la boucle while pour tant que, faire et répéter jusqu'à, et pour les instructions break,
donc break, continue et else. Donc, la partie gestion des exceptions, c'est une partie uniquement pour votre formation. Donc, elle n'est pas prise en compte donc, pour les examens ou le DS. D'accord? Donc, c'est notre troisième chapitre, les structures répétitives. Donc, on a fini avec ce chapitre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Madame, ça va? Oui. la dernière partie que vous avez expliquée, assert. Oui, dans la partie assert. Oui, c'est comme ça, on doit les mettre dans les programmes qu'on écrira au... Donc, la partie assert, les assertions, ce sont des prédicats. D'accord? Donc, ces prédicats. Vous avez aligné au début du programme, en fait. Assert, x est supérieur à 0, c'est comme ça, on doit les aligner dans l'échelle. J'ai pas compris. Donc, c'est pas trop clair la voix. Si Répète, s'il te plaît. Si c'est clair, en fait, je veux savoir si au début, lorsqu'on veut écrire un programme dans l'échelle, c'est comme ça qu'on doit assert x est supérieur à 0, on revient à la ligne assert x divisé par modulo 2. Et puis voilà, après on vient à la ligne, maintenant on écrit le programme. Si j'ai bien saisi. Voilà, donc pour utiliser les assertions, donc donc dans cette partie, c'est un exemple hein, d'utilisation des assert. Assert x supérieur à 0, assert x modulo 2 égale à 0, assert x différent de 0. Ce sont des exemples hein, des assertions. Maintenant, par exemple, comment je vais utiliser ces assertions? Donc, qu'ils soient dans un script ou dans le shell. Donc, certainement, mes assertions, je dois les utiliser dans un bloc try. Parce que si mon prédicat n'est pas true, donc il n'est pas vrai, il va me lever une exception. D'accord? Donc, certainement ici, si je mets directement assert x strictement supérieur à 0 uniquement, sans bloc try, sans bloc except, par exemple, x égale moins 5. Si x égale moins 5 et j'écris assert x strictement supérieur à 0, donc il va me donner une erreur. Donc, il va me retourner une exception. D'accord? Donc, si je vais l'utiliser dans un programme, dans les règles de l'art, je dois l'utiliser dans un boucle try. Donc, essayer d'exécuter mon assert. D'accord? Par exemple, try assert x strictement supérieur à 0. D'accord? Et x, par exemple, c'est un paramètre déjà passé dans la fonction ou x, un entier déjà initialisé dans mon programme. Donc, je vais mettre try assert x strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le programme? Il va tester si x est strictement supérieur à 0. D'accord? Il va exécuter les instructions qui sont dans le bloc try. Sinon, si l'assert elle n'est pas vraie, il va exécuter les instructions du bloc except. C'est bon, madame, merci. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Voilà, donc ce sont des prédicats, les asserts, mais ça ne va pas faire partie de notre programme pour l'évaluation, hein, uniquement pour votre formation. Ça va? Donc, qui a une question à poser? Madame. Oui. Madame, toi, par exemple, في الاسيرت مدام مثلا اسيرت مثلا اكس سوبيريور ستريكتومون ا 0 ومثلا من بعد مدام نعمل اكس رسوا مثلا ايغريك سير 0 باش يمشي الاكسبت مدام باش يمشي الاكسبت مع خاطر الكونديسيون الثانيه ولا خاطر الاسيرت مدام donc يعني tu m'as dit voilà ça tu m'as dit assert x strictement supérieur à 0.
D'accord? X, elle a comme valeur initiale combien? Par exemple. نحطه 1 par exemple مثلا. Par exemple, 1. D'accord. Donc, on a 1. Donc, la assert x strictement supérieur à 0, donc elle est vraie, puisque x est égal à 1. D'accord? Donc, on va exécuter la suite d'instructions du bloc track. D'accord? Donc, tu m'as dit x, il va recevoir 1 sur 0, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord? Donc, j'aurai l'exception, l'except. Je vais maintenant passer à l'except, la partie except, mais c'est pas parce que l'assert, elle est fausse, mais parce que j'ai une division par 0. Donc, généralement, dans ce cas, donc, puisque x va recevoir, par exemple, 1 sur y qui peut être 0, d'accord? Donc, je dois mettre except une, donc qui est except, donc c'est assertion error. S'il y a une erreur d'assertion, donc j'aurai un traitement particulier. Et except, une deuxième except, donc zero division error. Donc il y a une division illégale par 0. Tu as compris, Ihib? Oui, madame, merci. Tu vois, donc l'exception, elle ne sera pas levée parce que l'assert est incorrecte. Parce que ici, dans ce cas, mon assert, elle est correcte. Elle est vérifiée. Donc, je vais passer à la suite. Mais si jamais j'aurai un problème à la suite des instructions, donc certainement, il va me lever encore une exception. Elle sera, si l'exception, donc, elle est définie dans les blocs des exceptions, donc j'aurai l'exception, j'aurai donc l'exécution du bloc dédié à cette exception. Si jamais elle n'était pas spécifiée, donc il va m'afficher donc l'exception, le bloc d'exception générale, donc comme on a vu dans l'exemple précédent. Ok, madame. Ça va? Merci. Oui. C'est bon? Tout est clair? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, dans 15 jours, on passe aux conteneurs séquentiels du Python, donc qui sont les listes, les tuples et les chaînes de caractères. D'accord? Donc, puisque vous n'avez plus de questions, donc on va s'arrêter. Madame, oui. Madame, les chaînes de caractères في البيتون زادهم des tableaux ولا كيف؟ ما هماش des tableaux, plutôt ce sont des attendez. Donc, il s'appelle des conteneurs séquentiels. Je m'en ai un conteneur séquentiel. Les listes, les tuples, les chaînes de caractères, conteneurs. Je m'en conteneur, نجم نحطوا فيهم حاجات. وعلاش séquentiel؟ On peut y accéder par index. مثلا نجم نقولوا مثلا CH de 1, CH de 2. هما كيما التابلو mais Python ما يسميهمش des tableaux. Pour les tableaux, il a carrément un module qui s'appelle NumPy. اللي نستعملوه pour donc utiliser des tableaux. Ce sont des conteneurs séquentiels. D'accord? Donc, la séance prochaine. Mais ils ne sont pas des tableaux. Hein. Les tableaux, c'est carrément autre chose pour le Python. D'accord, merci madame. D'accord, de rien. Donc, à demain. D'accord, donc à demain, Inch'Allah. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.